problème fondamental qui se pose en Belgique. C'est à l'image un peu de ce papier peint qui est mal collé sur une surface qui n'est pas adaptée. Comme ces maisons qui sont construites de manière un peu aléatoire, un peu n'importe comment. On achète un produit fini, on achète une image, on achète l'idée d'une vieille petite maison, mais qui en fait n'offre pas du tout un répondant à la vie telle qu'elle peut être. Finalement, le maître de l'ouvrage ne choisit pas tellement un mode de vie, mais il choisit une ou deux portes de garage. On construisait une toiture en pente parce que c'était le seul moyen d'évacuer les eaux de son toit. On construisait de la brique parce qu'il n'y avait que ça qu'on pouvait utiliser dans le coin. Et on faisait des petites fenêtres parce qu'il y avait trop de déperdition thermique. Les gens qui ont choisi d'habiter dans ce genre de maison, souvent on choisit un objet un peu comme un électroménager, non pas comme une maison. Le fait qu'aujourd'hui on construise, que l'habitat privé en Belgique est représenté à 90% par du clé sur porte, c'est un état formel. Ce n'est pas une tradition, c'est une économie. Donc elle n'a aucun fondement culturel, elle n'a d'abord que des fondements économiques. Et si ça prend une certaine forme, ce n'est simplement qu'une forme qui rassure. Mais on ne fabrique pas de la vie avec des choses qui rassurent. Et on ne fabrique pas de la culture avec des choses qui rassurent. Nous avons construit cette maison en 1994. Nous avions décidé de travailler avec une société clé sur porte qui prenait en charge toute la conception architecturale, sur laquelle nous n'avions pas grand-chose à dire. Dans les premières années, on n'a pas du tout eu de critique, et puis c'est au fur et à mesure à vivre dedans que l'on a commencé un petit peu à imaginer les choses un peu différemment. Quand la famille Delsault vient me trouver, elle me vient me trouver par un ami qui lui conseille de venir me voir. En fait, j'avoue que je vais hésiter pendant un certain temps parce qu'on me parle de faire une extension à un bâtiment qui a été conçu il y a une dizaine d'années, qui est un clé sur porte, que cette famille a jugé bon de faire à l'époque alors que la famille naissait. Ans plus tard, ils sont un peu les trois parce que la famille s'est étendue. Ils ont 4 enfants et on n'a pas toutes les vertus qu'il faut pour représenter le style de vie qu'ils ont adopté et vers lequel ils ont envie de tendre et qu'ils veulent voir représenter, je dirais. Je propose, plutôt que de faire une extension vers l'arrière, de type véranda, etc., ce dont il me parlait, plutôt de jeter une espèce de manteau sur ce bâtiment. Donc, quelque chose qui est trop large par rapport au bâtiment ancien et qui, dans ses surlargeurs, génère à la fois les nouvelles missions ou les nouvelles parties du programme qui sont un bureau et qui sont également un salon, mais également qui génèrent dans les interstices entre vraiment l'ancienne peau et la nouvelle, on va placer alors des petits escaliers, des fenestrages particuliers. Qui a quand même duré un peu moins de 2 années, donc elle a été vraiment mûrie, réfléchie. La première maison, enfin la maison actuelle, a été étudiée sur 2-3 mois, donc on est allé à l'essentiel. Tout à fait. Toute nouvelle vie, on va recommencer tout à zéro. La caractéristique même d'une maison clé sur porte est de façonner d'abord le produit avant de l'intégrer ou de l'adapter au paysage. Pour illustrer ça, le point le plus important, c'est sûrement la petite fenêtre de cuisine derrière moi. Je m'assieds dans la cuisine. Là d'abord, je ne vois plus rien. Si, je vois le sommet des arbres. Et c'est vrai que je viens de voir passer quelques oiseaux dans l'angle droit de la fenêtre, mais ce sont quand même des prétextes à rêverie relativement étroits par rapport au potentiel magnifique de cette région, quoi. Ce lieu n'existera qu'ici, que pour la famille Delsault, dès le moment où on l'accompagne de ce manteau et de toutes les petites stratégies poétiques que j'essaye de décrire en quelques mots, voilà,
qui sont des stratégies de regard, de passage, d'agrandissement, de modification d'échelle, etc. Tout ça, c'est une nourriture que cette maison n'avait pas encore jusque-là. Voilà. Le Clé-sur-Porte ne peut et ne fera jamais ce qu'on est occupé de faire dans cet atelier, évidemment, ce travail de recherche est spécifiquement un travail d'architecture et pas un travail sur un produit. Je dirige la maison d'édition depuis 10 ans et tous les 2 ans, c'est avec beaucoup de bonheur que nous découvrons toutes ces architectures de qualité. Alors je crois qu'il faut réaliser qu'il y a énormément d'architecture contemporaine, de très très bons architectes et que l'on doit surtout cesser de dire qu'il n'y a pas d'architecture en Belgique. En fait, le projet, à la base, c'est l'achat d'un terrain à 6 personnes, 6 couples qui décident d'acheter une grande propriété et de faire construire 6 habitations sur le même terrain. Alors bon, évidemment, ça a suscité pas mal d'inquiétudes au niveau riverain. Ils s'inquiètent en règle générale de la forme parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en fait des formes architecturales de ce type-là dans la région. Donc ils s'inquiètent un petit peu de savoir ce qu'on construit à cet endroit-là et pourquoi on ne construit pas de manière plus traditionnelle. La forme allongée et la plantation en fait est une réponse directe à la plantation et à la course du soleil. Donc, le bâtiment est axé suivant les 4 points cardinaux, c'est-à-dire l'est, l'ouest et évidemment le sud pour prendre un maximum d'énergie dans les espaces de vie. La toiture plate ici est une réponse directe également à l'utilisation maximum de mètres carrés, à la fois évidemment sur le jardin, donc le terrain, mais aussi en toiture en volume partie haute, de manière à profiter au maximum de la vue et de l'environnement direct. Volume ici à l'étage qui va en fait s'ouvrir de manière plus ponctuelle, on va dire, du côté sud via des grands bandeaux horizontaux qui cadrent parfaitement la vue sur la vallée. Et de l'autre côté, des vues plus cadrées qui vont proposer des séquences sur la forêt, qui est directement au nord ici, à côté du bâtiment. Ensuite, on a un patio central qui permet en fait de ramener l'énergie aussi bien le matin dans les espaces de vie que le soir dans la zone de salon, et qui va aussi permettre l'accès en partie supérieure sur le toit. On va retrouver des sensations qu'on ne peut pas, à mon avis, retrouver dans un habitat de type plus traditionnel avec des plus petites ouvertures, des cadrages moins généreux sur le site extérieur. Donc à mon avis, ici c'est vraiment un volume qui est réfléchi en fonction de l'espace de vie proprement dit. On n'est pas là non plus pour dicter vraiment un mode de vie. Le tout, c'est d'essayer de comprendre justement les besoins de la personne et d'adapter les projets en fonction justement du site, du caractère des gens et de la technique, quoi, tout simplement. J'étais à Comblain-en-Pont parce que Pierre Ebeling qui a construit une maison en acier Corten qui s'est construite en un jour. Ça a commencé le matin à 6h30 et c'était fini à 15h. Dès qu'on sort de la Convention, on excite certaines formes de peur. Vous savez, on dit de vous que vous faites un tank à mazout, enfin tous les phénomènes de rejet. Donc ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent pas, la presse ne prend pas le relais d'une recherche authentique, de ce pourquoi ça a été autorisé, etc.
Ici, ce sont 5 voisins et, qui, heurtés par le bâtiment le jour de sa construction, puisqu'on le construit en 7 heures, donc ils partent le matin au travail, le soir ils reviennent, le bâtiment est là, donc je me mets dans leurs chaussures, ce n'est pas une situation tout à fait aisée à interpréter, donc ils se mobilisent, mais cette mobilisation va fondre en quelques jours. L'idée au départ, c'était pas on va faire une maison différente des autres pour le plaisir de se démarquer. À la limite, j'ai envie de dire que ça, c'est venu parce que justement les différentes contraintes entre guillemets qu'on avait soumises à Pierre ont fait que voilà, c'est un objet particulier parce qu'il répond exactement à nos attentes, quoi. Vu les fourches codines budgétaires qui étaient de 100 000 €, c'est-à-dire un budget extrêmement faible, dans la mesure où on demandait également que tous les équipements et toutes les finitions soient inclus, donc c'est vraiment très, très bas, j'ai tout de suite proposé 2 choses. La première, c'était au vu de la configuration du terrain très complexe, etc., c'était de ne pas travailler avec des technologies traditionnelles lourdes dans lesquelles les bouts du printemps allaient nous embarrasser comme il avait fait sur d'autres chantiers pour moi, et donc de travailler avec un dispositif préfabriqué. Et le deuxième aspect, c'est que il se fait que le père de André, le propriétaire, a une chaudronnerie industrielle, et donc il était envisageable de travailler avec des produits acier pour faire ce dispositif de préfabrication. Si on prend une vue de la colline d'en face, par exemple, ce qui émerge dans le village, ce sont toutes les villas blanches. Celui-ci, il faut chercher après, parce qu'ils se font complètement dans le paysage. Ils ne renvoient pas de lumière, donc c'est quelque chose qui rentre tout à fait dans l'état de nature. Chaque époque a son architecture contemporaine, qui est une manière, en tout cas, d'essayer de repositionner la notion de l'habitat en général, et en plus largement de l'architecture, aux nécessités, aux exigences de l'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas avoir peur d'une maison construite en bois ou construite en métal ou construite en plastique. C'est des expérimentations qui peuvent permettre de vivre peut-être mieux à l'avenir. Nous sommes devant une maison très célèbre. Elle est connue sous le nom de Blumenwerf. L'architecte Henri van de Velde la construisit à la fin du 19e pour abriter sa famille et son atelier. Ce monument d'anticonformisme a suscité la moquerie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une maison classée depuis les années 80 et qui est considérée comme un des fleurons du patrimoine architectural bruxellois. Nous nous sommes souvent plu à donner à nos invités l'édifiant spectacle de la manifestation hostile que provoquait le Blumenwerf sur le passant qui montait seul la chaussée qui longeait le terrain où je venais de construire notre villa. Il s'arrêtait, levait la tête, ahuri, se retournait en cherchant s'il n'y avait personne à qui communiquer son désarroi. On a eu une période d'euphorie totale pendant, je dirais, 3-4 semaines. Et puis on a eu un peu une douche froide parce qu'on a reçu une lettre de certains de nos voisins qui se sentaient agressés par cette construction qui ne correspondait pas à ce à quoi ils avaient l'habitude d'être confrontés dans leur voisinage immédiat.
Eh bien, on était à la recherche d'une maison et on a eu la grande chance de tomber sur cette maison-ci. On a été tout à fait séduits par l'environnement, le cadre, les arbres, la végétation qui était tout à fait luxuriante, un jardin qui date d'il y a plus de 50 ans. Par contre, la maison ne correspondait pas du tout à ce dont on avait envie. Le premier acte qu'on fait formel, c'est de maintenir une partie du bâtiment originel alors qu'il est caduc pour l'essentiel par rapport à la fois à ce qui a lieu de vivre dans ce bâtiment. Il est trop étroit, il est à 2 niveaux avec des chambres très sophistiquées, trop petites, etc. Enfin bon, il est caduc. Mais malgré tout, on ne veut pas évacuer complètement l'état de mémoire. On en garde une trace. Donc ça, c'est le premier acte formel qu'on fait. Donc si on découvre cette forme, c'était ici le salon et la salle à manger, et c'est aujourd'hui encore le salon et la salle à manger, sauf que ce bâtiment avait un très grand allongement vers le voisin, et créait alors une difficulté vis-à-vis de l'ensoleillement sud qui vient d'ici. Donc nous, on a changé le centre de gravité, on l'a fait passer de ce point, puisqu'il y avait une partie ici, une partie là, à ce point-là, en créant une zone living et une zone de chambre mieux proportionnée par rapport à l'ensemble de l'environnement. Je crois profondément que les pouvoirs publics ont une responsabilité en matière de promotion de l'architecture contemporaine de qualité, en tant que création novatrice qui est le reflet d'une époque et qui est un produit d'une culture. Je suis très consciente que cela interpelle, que cela heurte. Mais je pense aussi que les pouvoirs publics ont le devoir de permettre l'implantation sur leur territoire de ce type de création. Et je crois profondément, voyez-vous, que le regard s'éduque et qu'au fil du temps, le regard qui est posé sur ce type de réalisation novatrice est susceptible d'évoluer profondément. On partait sur le traditionnel. Oui. Et on a... À force de le rencontrer, on a évolué. On est allé voir des maisons, il nous a expliqué beaucoup de choses. Et voilà, quoi. On lui a fait confiance. J'ai essayé en fait de leur ouvrir, de leur écarter les œillères, leur ouvrir leur champ de vision, de manière à ce qu'ils puissent réellement choisir l'architecture qu'ils avaient dans leur cœur et dans leur tête. La maison de Fabrice et de Sophie Maréchal à Libeaumont, entre Malmedy et Ouem. C'est une maison qui ne correspond pas très fort à ce qu'ils pensaient lorsqu'ils sont venus me trouver. Ils sont venus me trouver parce qu'ils aimaient les pièces éclairées, les grands volumes que j'avais dessinés. Et ils ont eu l'occasion d'acheter un talus très bien orienté, avec un beau paysage et des images, des idées de mât provençal. Et ça aussi, c'est des choses qu'ils n'avaient pas en tête et qu'a priori même ils n'aimaient pas, c'était l'idée de plateforme. Or, dans l'idée du relief, de la topographie des lieux qui remonte ici, avec le village de Libeaumont qui se trouve là, je trouvais très intéressant que pour les gens qui habitent ici au-dessus, ils n'aient pas face à eux une toiture en ardoise, mais au contraire des surfaces végétalisées, puisqu'il s'agit de toits verts, qui se fondent en fait dans le paysage. Oui, on a appris à voir les choses différemment. Ouais. Pas rester carré, là, faire une maison traditionnelle. Oui, on a appris avec lui. Oui. On a évolué, quoi. Ouais. Je crois qu'on a bien évolué. Sophie et Fabrice sont des gens qui n'ont pas de préjugés, qui sont ouverts à la discussion, parce qu'aussi dans notre système, on ne peut pas parler de réelle culture en architecture. Je pense qu'on ne peut pas demander aux gens d'être cultivés en architecture, en peinture, en tout ce qu'on veut. Mais il y a cette volonté de ne pas avoir de préjugés, de rester ouvert, attentif, qui demande aussi à l'architecte, évidemment, de prendre le temps, d'expliquer, d'aller montrer et d'argumenter toutes les choses pour qu'en finalité,
ce soit les utilisateurs du bâtiment qui décident de leur lieu de vie, mais qui décident en connaissance de cause. Alors vous êtes venu me voir pour que je vous dessine une maison unifamiliale avec 3 chambres, un atelier et un cabinet médical. Nous sommes venus voir ensemble ce terrain qui est assez particulier, qui fait 220 mètres, 250 mètres de long plus ou moins, sur 20 mètres de large. C'est une parcelle qui est assez caractéristique de la région. Alors mon idée était d'installer une série de fonctions en sous-sol, donc mettre une butte au nord et s'ouvrir vraiment vers le sud, et de garder les pièces à vivre dans une petite boîte à l'étage qui, elle, est en relation autant avec l'avant du terrain que l'arrière, et que vous puissiez à ce moment-là profiter pleinement de tout l'ensemble de votre terrain. Et alors là, vous avez eu certaines réticences par rapport à toute une partie de la maison. Techniquement, ça nous paraissait quand même lourd et on pensait qu'on serait en dehors du budget. Et l'autre partie, faire une boîte tout à fait transparente au-dessus, on n'avait pas envie de vivre dans quelque chose de tout à fait transparente. On pensait qu'avec l'urbanisme, ça n'allait peut-être pas aller non plus. Donc on est resté sur cette idée d'objet simple, mais pour répondre au programme, on a rajouté 2 verrues, si vous voulez, à ce volume. Donc essayer de laisser sa lecture d'objets, mais en y rajoutant deux petites pièces. Donc une qui était suspendue sur l'arrière, qui servait à la fois de carport, et une à l'avant qui était une extension au salon. On a présenté ça à la commune et il y avait certaines réticences par rapport à ces objets. Ils avaient une lecture d'une maison qui était totalement inhabituelle pour eux, alors que finalement ça n'avait rien de vraiment dérangeant, mais ça leur convenait pas trop. Alors ils nous ont suggéré d'incliner les toitures de ces 2 extensions. Et on a commencé à chipoter dessus et finalement on arrivait à une architecture de compromis qui nous plaisait pas. En circulant dans la région, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de maisons avec des pignons à rue qui étaient recouverts d'ardoise. Le volume en soi n'est pas choquant de par sa forme. Maintenant, en se rapprochant, on verra qu'il y a un travail de matière qui a été fait au niveau du revêtement de façade et de toiture. C'est surtout là-dessus qu'on s'amuse un petit peu au travers de notre architecture. Je pense que petit à petit, l'urbanisme va devoir penser différemment pour justement respecter de plus en plus ces approches de village, au risque qu'on se retrouve le long des routes avec une série d'actes comme ceci qui finalement deviennent des interprétations, des réglementations urbanistiques qui on sait tous de plus en plus, qui deviennent un peu dépassées entre guillemets et qui sont difficiles à respecter à l'heure actuelle. Avant tout, ça aide à pouvoir aider les architectes et les demandeurs de permis de pouvoir interpréter les règlements, mais peut-être pas de façon obtuse, de façon à accompagner des démarches d'architecture particulières. Et donc, notre rôle, c'est d'être attentif à ce que souhaitent les gens et tout de même proposer des délivrances de permis d'urbanisme au collège final qui soient respectueux du règlement et des lois, ça c'est clair, mais qui permettent également une avancée et une progression de l'architecture contemporaine, évidemment. Ce que moi j'ai proposé, c'est d'abord de suivre le gabarit des deux constructions, les 6 mètres d'un côté et les 16 mètres de l'autre, mais de descendre en pyramide, en palier. Et comme ça de créer
à 2 mètres du voisin, de créer une troisième façade qui va rendre plus léger la construction, parce que faire une construction ici avec une façade fermée comme ça, il ne faut pas répéter ça. On ne peut pas répéter ce qui est là. Très attentif, en tout cas à la réponse de l'architecture, à l'environnement urbain, et le résultat, je pense, il est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment une bonne réponse à tous ces éléments différents. C'est d'autant plus intéressant qu'on va avoir ce volume qui est tout à fait articulé, qui est un peu sculptural et qui va devenir un point de perspective fort en remplacement d'un mur en bardage. Avant même que le chantier ne soit terminé, il y a plusieurs personnes de la rue qui sont intervenues. Elles témoignaient de leur incompréhension. Une incompréhension, comment diable avez-vous pu autoriser, vous, pouvoir communal, la construction d'une maison qui s'intègre aussi mal dans la typologie de notre rue? Je ne comprends pas et je n'aime pas. Je pense que c'est une maison qui est certainement caractéristique de l'architecture contemporaine. Là, je ne vais absolument pas en discuter. Ce qui me heurte, c'est que c'est une maison qui n'a pas sa place dans la rue. Le but n'est évidemment pas, lorsque nous octroyons un permis pour ce type de construction contemporaine, qu'elle passe inaperçue. Ça, c'est évident. Au contraire, ce que nous souhaitons, c'est que les constructions de qualité en architecture contemporaine soient bien visibles, de manière à ce que petit à petit, les Uclois s'habituent à en apprécier l'esthétique. Certainement une recherche indéniable. Donc vous voyez, je ne suis pas aussi mauvaise ou assez arriérée que vous ne le pensez. Mais c'est tout à votre honneur de le reconnaître. Mais je dis, ça choque dans la rue. Je crois qu'il est bon de permettre à des créations contemporaines, nouvelles, novatrices, de s'implanter, même dans des quartiers où elles risquent de se singulariser parce qu'elles sont seules. On ne peut pas généraliser les règles. Je crois qu'il faut prendre les règlements urbanistiques par rapport à chaque projet. Dans le cas de chaque projet, l'attitude de l'architecte doit être différente. Parfois, les règles sont en effet absurdes, et nous, on se fait un devoir, dans ces cas-là, de dénoncer la règle et de rentrer en discussion avec la commune. Parfois, les règles nous mettent sur une piste assez différente, auquel on n'aurait pas pensé nécessairement s'attarder en tant qu'architecte. Et dans ce cas-ci, c'est plutôt cette piste-là qu'on a prise. Mais ce qui était surtout notre but, c'était de construire une maison qui, de l'extérieur, n'attirait pas l'attention, qui était très simple. Et en fait, de construire, comme disaient nos architectes, on construit une boîte fermée, on va à l'intérieur de la boîte, et là, on s'assied à l'intérieur de la boîte et on dit, bon, ben là, on va faire une ouverture, là, on va faire une ouverture, l'éclairage va venir de là et de là.
il y avait aussi l'expérience architecturale qu'on voulait susciter, quoi. Cette recherche de quelque chose d'autre. L'idée est peut-être facile à énoncer, j'ai à l'intérieur quelque chose de différent de l'extérieur, mais le formaliser est extrêmement complexe. Le problème formel a été très très difficile. Or, pour nous, tout a une forme. Donc ça, c'est la maison typique Monopoly, c'est ce qui était imposé par la commune. Et quelque part, quand on voit ça, tout le monde s'imagine ce qu'il va y avoir à l'intérieur, et nous, on voulait donner vraiment une surprise totale par rapport à ce genre d'espace. Avec leur programme où ils veulent vivre de plein pied, et le volume qu'il y a, voilà ce qu'on obtiendrait. Et voilà ce que nous, on ne veut pas. Parce que c'est comme rénover une grange, c'est quelque chose de cynique. On voulait quelque chose de beaucoup plus mystérieux, comme quelque chose de tout à fait sculptural, quelque chose dans lequel on aurait vraiment creusé, comme une bête, comme un animal qui vient à l'intérieur. Et on peut encore s'attendre à des périodes d'averses. Dans l'après-midi, le temps deviendra plus sec, sauf sur l'est du pays où des averses parfois orageuses persisteront jusqu'en soirée. Beaucoup de lumière, beaucoup d'espace, c'est ce qu'on avait demandé aux architectes et je crois que là ils ont bien compris ce qu'on voulait. Hey, Jack Nils. Qui viennent chez nous en disant on veut faire une maison qui soit différente, une sorte d'expérience un peu unique. L'autre chose, c'est qu'ils souhaitaient une maison qui soit de plein pied. Puis l'autre paramètre important, c'est l'urbanisme, qui nous impose un volume, un gabarit bâti. Donc c'est les règles urbanistiques. On a 4,50 m sous corniche, puis une pente de toiture. Et donc on se retrouve avec un volume très très grand pour un programme qui pourrait tenir en un étage. C'est finalement comme un peu ce puzzle. On a le format qui est défini. Et là, on a le garage, la cuisine, etc. Et on a un volume qui est trop grand par rapport à ce qu'on nous demande. Et en même temps, donc, il faut caser les choses. Si on met tout d'un côté, on a trop d'espace ailleurs. Et donc, on s'est cassé la tête pour répartir toutes les choses dans l'espace. Et finalement, le travail le plus important et intéressant, c'était comment travailler cet espace-là qui reste, donc le vide. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la sculpture du vide. C'est ce qui a été construit, donc un grand salon qui est entièrement orienté dans le sens du jardin, avec l'escalier mystérieux qui arrive ici. J'arrive sur un étalier, un mouvement en spirale à l'intérieur, mais l'espace tourne en spirale, mais la circulation ne prend pas le même chemin. Un grand puits de lumière pour allumer la lumière du nord dans le salon. Et alors ici, il y a une vue vers l'est, et ici un petit escalier qui donnera dans l'autre pièce totalement close, qui est la chambre d'amis. Et la façade, on a mis les trous là où il fallait les mettre. Un trou ici pour éclairer sur la faille, ici une fenêtre pour que quand je suis dans la chambre d'amis, je vois dans le jardin. Une fenêtre d'angle ici pour éclairer l'est. Et sur la façade nord, une grande fenêtre pour éclairer le puits de lumière, une petite pour éclairer la chambre d'amis et là pour éclairer l'atelier. Ça a été un peu une espèce de retraduction formelle de leur rêve en fait. C'est-à-dire que comme ils font un projet, ils imaginent des choses mais toujours par rapport à leurs références. Et toute la maison, quelque part, c'est construit sur cette notion de rêve, quoi. C'est ici que j'ai habité pendant une quinzaine d'années. C'est un bâtiment que j'ai découvert il y a 20 ans. C'était une vieille ferme, mais en piteux état, et qu'on a restauré, qu'on a habité.
on s'est rendu compte qu'on vivait dans le passé, c'était nostalgique ce choix, et qu'il y avait énormément de choses qui avaient changé entre-temps, autant au point de vue des technologies qu'au point de vue de l'écologie, et ça nous a donné progressivement envie d'essayer de voir autre chose. Mais voilà, c'est ce qu'on a construit maintenant. C'est tout récent, on y habite depuis un mois. Et vous voyez, c'est fort différent. C'est sûr que de se dire tous les matins que les différents projets qu'on a finalisés sont habités et font partie intégrante de la vie des gens, c'est assez... je dirais qu'il y a une certaine interrogation aussi à avoir par rapport à ça, parce que quelque part on intervient directement sur leur schéma de vie, sur leur mode de vie. C'est une sensation que nous avons, c'est une sensation d'ailleurs de quelque chose de beaucoup plus paisible qu'auparavant. Ça a eu d'ailleurs des répercussions sur notre fiston 11 ans qui est beaucoup plus serein aussi. Et notre médecin traitant, qui est aussi une amie, est venu et c'était le lendemain, il nous a téléphoné en disant « mais j'ai fait des rêves épatants en rêvant que j'étais dans votre maison ». C'est vraiment pour l'anecdote, mais c'était tout à fait amusant et c'est ce que nous ressentons, quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus paisible. Ce qui est vraiment très important dès le départ, c'est de sentir, je dirais, les différents caractères des intervenants et des gens qui vont habiter l'architecture qu'on propose. Donc on passe énormément de temps avec le client à aboutir le projet. Donc je crois que de ce côté-là, on rentre vraiment dans leur manière de vivre, etc. On essaie de capter vraiment un maximum de choses pour proposer quelque chose qui va rentrer, je dirais, dans leur ligne de vie, quoi, tout naturellement, quoi. J'ai voulu être dans le présent et vivre un petit peu au présent. Tout à l'heure, je me disais, ben, tiens, on est sur la terrasse, on peut lire, en même temps, l'eau est en train de se chauffer là sur le toit. Et il y a 8000 litres d'eau qui sont déjà à 50 degrés et dont je vais pouvoir profiter, tout ça grâce au soleil, sans la moindre petite pollution. Donc ça, ce sont des choses qui sont de pur plaisir, mais aussi c'est beaucoup plus adapté à nos besoins au quotidien, vraiment ce qu'on a envie de vivre. Bien, on est passé effectivement d'une époque à une autre époque, c'est vrai, on a fait un grand saut en peu de temps, mais ça nous semblait nécessaire. Parfois c'est le défi, effectivement. Parfois c'est une maison qui a priori est vraiment assez banale et plutôt mal fichue et on se dit il y a quand même du potentiel là-dedans et on a envie d'aller plus loin. C'est aussi le rapport qu'on a avec les gens qui nous posent une vraie question et auquel on a envie de répondre. Et c'est en ça aussi que c'est assez personnel parce qu'on les rencontre souvent, on a leur petit texte de base, on va les voir, on leur montre le projet, ils reviennent avec d'autres questions. Et tout ça, ça fait partie de notre travail, d'être à l'écoute aussi. C'est le texte de Carolina et Roger. Bruxelles, le 8 juin 2001. Chère Anne, cher Vincent. Le jardin est très important pour nous et nous voulons qu'il soit facilement accessible, car nous allons y passer beaucoup de temps. Nous passons beaucoup de temps dans notre cuisine à préparer des repas. C'était à la base un espace très cloisonné avec des toutes petites pièces, avec une distribution particulière, c'est-à-dire qu'il fallait aller dans une pièce pour aller dans l'autre, et puis etc. Voici la maquette de la maison de Carolina et Roger. C'est une maison typiquement bruxelloise entre mitoyens avec 3 pièces en enfilade. Le niveau rue était le niveau du rez-de-chaussée, le niveau jardin au niveau des caves.
Et dans la troisième pièce en enfilade, il y avait donc une dalle puisqu'il y avait des pièces. On l'a enlevée pour récupérer le niveau de cave comme le niveau séjour actuel qui est maintenant dans le prolongement du jardin. On obtient avec les transformations quelque chose de plus conforme au mode de vie actuel ou en tout cas au mode de vie des propriétaires. Le travail sur la maison bruxelloise, il vient un peu par hasard parce qu'on est à Bruxelles et qu'il y a pas mal de gens qui viennent avec une typologie très standard qui est très répandue dans la ville. Alors, le programme de Mini Maxi était de mettre dans un appartement d'environ 50 mètres carrés 2 chambres, une salle de bain, un séjour, une cuisine et un bureau, ce qui fait beaucoup pour cette surface. On fait une architecture qui est presque la traduction des dimensions du corps dans l'architecture. C'est des remises en cause de standards qu'on est obligé de faire parce qu'on ne peut pas répondre à cette question de mettre 2 chambres, un appartement de 2 chambres dans 50 ou 55 mètres carrés. Il a fallu trouver des astuces architecturales pour donner la sensation d'espace de cet ensemble. On se trouve dans un espace qui était à la base indépendant de l'appartement, qu'on a relié à l'appartement, qui se trouve donc en contrebas dans lequel on a placé la cuisine. Donc on passe par le bureau, le séjour qui se trouve au centre et qui distribue l'ensemble de toutes les pièces, la deuxième petite chambre qu'on peut apercevoir, la chambre principale. Et d'ici, donc de la chambre principale, il y a un jeu de cloisons qui permet de modifier le statut des différents espaces en fonction de l'usage qu'on veut en faire. On peut continuer le parcours. Et on a un accès indépendant à cette petite chambre. Donc au final, c'est un appartement de 55 mètres carrés avec 2 chambres, un séjour, un bureau, une cuisine séparée. Mais dans une maison qu'on a faite pour une personne particulière, quelqu'un d'autre pourrait vivre, mais on peut dire qu'elle est très adaptée à la personne qui l'a voulu. On est là pour répondre programmatiquement, pour répondre esthétiquement, pour répondre sur une poésie, sur une qualité de lumière, enfin, toutes des choses qu'on ne nous demande pas forcément d'ailleurs, qu'on ajoute. Non, ça ne coûte pas plus cher de réfléchir un peu plus et de faire une architecture intéressante. Ici, par exemple, le budget a été respecté. On a travaillé avec le budget ordinaire du logement social et aussi avec des surfaces ordinaires de logement social, qui n'est pas trop compliqué et qui fait des logements qui peuvent être parfaitement intéressants à l'intérieur de la norme de logement social. Ici, c'est un îlot assez refermé qui se termine à 45 degrés, avec une parcelle un petit peu difficile parce que c'est la parcelle d'angle. Il faut donc terminer la fermeture de l'îlot à cette hauteur-là. L'idée ici était de se dire on va plutôt développer plus de façades sur la rue en cassant l'angle, comme on le voit. Donc on a enlevé une partie du bâtiment, ce qui dégage une façade qui, au lieu de regarder vers le nord, à la rue, regarde vers l'ouest et donc vers le parc qu'on a ici, et avec des possibilités de soleil le soir. Ici, on voit un peu le dispositif de façade, c'est-à-dire la manière dont, en enlevant un morceau du bâtiment, on a proposé une façade supplémentaire qui donne vers le parc et vers l'ouest.
Les 30 dernières années, d'abord on faisait très peu de logement social, quasiment pas. Et souvent c'était une architecture pauvre pour des gens pauvres, quoi. C'est surtout une question de réfléchir un peu plus que ce qu'on fait d'ordinaire sur les différentes situations. Par exemple ici à l'étage où on était, simplement en travaillant les duplex à l'envers, c'est-à-dire en mettant les chambres en bas et le séjour en haut, on n'a pu faire que 2 appartements et ces séjours tels qu'on les voit actuellement, c'est-à-dire avec des vues extraordinaires parce qu'ils passent au-dessus des autres, parce qu'à cause des dégagements, ils ont des terrasses. Et donc c'était intéressant de faire simplement des duplex inversés. Bon, c'est un peu plus compliqué, il faut travailler le plan un peu plus que lors d'un appartement ordinaire, ça prend probablement plus de temps. Je crois que de toute façon, tout le monde est concerné par l'architecture. Je ne pense pas qu'il y ait des gens... Je ne crois pas que l'architecture soit pour une certaine partie de la population, des gens concernés ou pas. Finalement, tout le monde vit. De toute façon, tout le monde doit la supporter, l'architecture. Une fois qu'elle est là, tout le monde la supporte. J'avais été contacté par un comité de quartier qui se trouvait confronté à une proposition de construction sur un terrain qui est vide depuis des années près de la chapelle de Boendal. En fait, ce terrain est vide, il y a de multiples projets qui ont été faits dessus et le dernier projet en date auquel étaient confrontés ces gens était un immeuble de logement, mais disons assez massif. Le projet était un grand immeuble, enfin 2 immeubles jumelés, dont un grand immeuble de 35 mètres 50. À 7 étages. En fait, ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est une contre-proposition, une sorte de contre-projet pour arriver à démontrer qu'il y avait moyen sur ce site de construire en privilégiant plus peut-être les typologies existantes et surtout en faisant que le bâtiment tel qu'il allait être posé ne soit pas une sorte de gros bouchon au bout du square du Vieux-Tilleul. Voilà, donc ce qu'on a essayé de proposer, c'est quelque chose qui tient peut-être un peu mieux compte de la structure des quartiers. Donc on a proposé de scinder le projet en 2. Donc au lieu de faire un gros bloc de 20 mètres, faire plutôt 2 blocs de 10, si on veut, avec un espace entre. Et cet espace entre serait une sorte de prolongation de la vallée, en fait, et du square du Vieux-Tilleul, et de l'intérieur de l'îlot. Et donc, en fait, ça fait 2 bâtiments de nature assez différente. Celui-là, bon, l'avenue du Bois de la Cambre est une rue assez grande, avec des bâtiments plus hauts. Et la rue du Tilleul, c'est plutôt une rue plus locale. Alors on a fait des bâtiments plus bas, on a fait des bâtiments en arc de cercle qui engagent la rue sur une notion plus intime, si on veut. Quand on fait un bâtiment pour l'usage qu'on veut bien en faire, logement, bâtiment public, mais c'est aussi, on participe à la fabrication de la ville. Et donc, il y a toujours ces 2 notions qui sont à prendre en considération. Ce qu'on a construit ou ce qu'on veut construire ici, c'est un bâtiment qui soit adapté à l'usage des riverains aussi, également. Quand on propose des choses qui sont plus complexes et je dirais d'une nature un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de voir, finalement ça fait peur un peu à tout le monde parce qu'on part vers quelque chose d'inconnu. Ce ne sont pas des images sur lesquelles les gens peuvent se référer. Enfin, il y a quelques années, je me serais peut-être posé des questions aussi en voyant ce genre de maison apparaître dans un paysage comme ceci. Mais maintenant, je trouve que la maison, elle se met vraiment bien sur le terrain. Créer de l'architecture, c'est une équation dans laquelle se trouve à la fois une demande particulière, un programme, à la fois un site et à la fois une économie. Et il faut faire converger toutes les données pour former une chose vivante et authentique, si on veut. Ce qui est vraiment très important dès le départ, c'est
de sentir, je dirais, les différents caractères des intervenants et des gens qui vont habiter l'architecture qu'on propose. C'est une maison un peu extraordinaire et ça m'arrive aussi régulièrement de m'asseoir dans un fauteuil ou sur un mur ou à terre à un endroit et puis tout simplement de rester là à regarder la maison et regarder des détails ou des choses que je n'ai pas encore vécues de cette manière-là en fonction de la lumière, en fonction du moment dans la journée, etc. On peut transcender un état de vie à travers une forme. Et si c'est le cas, alors il y a de grandes aspirations à faire de grandes choses. Peut-être que si on avait fait une maison clé sur porte, complètement traditionnelle, qui est exactement la même que monsieur Attel et monsieur Attel, fatalement, leurs attentes ne sont pas les mêmes. Et donc nous, c'est notre maison, on s'y sent bien et je crois que ça fait partie aussi du fait que les critiques, elles sont passées parce qu'on s'y sent bien et qu'on est plus fort grâce à ça, quoi. Le grand plaisir, c'est de construire. Le grand plaisir, c'est de résoudre des questions assez complexes et d'arriver à proposer des solutions qui nous semblent intéressantes.